3 sujets encore avant qu'on passe au troisième pilier. Jeunesse et emploi, on ne peut pas l'occulter. En 2023, vous avez décrété 2023, année de la jeunesse, avec le programme PGGouv qui consacrait 1 milliard de francs CFA par jour à la jeunesse. Alors des jeunes, aujourd'hui encore, se demandent en 2025 à quand notre tour. Oui, on a eu bien sûr le PGGouv, mais on a également eu Jeunes et Avenir, on a Agir pour les jeunes qui ont permis donc non seulement de financer des stages, de financer, je dirais, de l'entrepreneuriat, de financer des projets. On a créé entre 2011 et 2025 près de 6 millions d'emplois, dont 1 200 000 emplois formels. Donc c'est énormément qui a été accompli. Et comme je le dis, on essaie de renforcer la formation des jeunes à qui on donne accès à un certain nombre de ressources pour créer leur propre entreprise. Ça se fait progressivement. Toutes les régions, je dirais, sont touchées. Moi, en tant que président de région, j'ai effectivement pu bénéficier de ces ressources pour les jeunes de ma région. Naturellement, les jeunes de ma région, je n'ai pas pu satisfaire les besoins de tous les jeunes de ma région. Mais ceux qui sont les plus motivés, qui ont de bons projets, ont eu accès à ces ressources-là et, surprise agréable, ont extrêmement bien réussi, ont remboursé, je dirais, ces ressources, ont même investi dans d'autres secteurs et, je dirais, sur les dernières évaluations que nous avons faites, ont donné des résultats qui sont extrêmement intéressants. Mais au fur et à mesure, bien sûr, une couche de plus en plus large de jeunes va être touchée. Alors, Monsieur le Premier ministre, avant de venir ici, j'ai examiné quand même le tableau de bord de l'emploi. C'est vrai, vous avez créé un certain nombre d'emplois, vous n'avez pas de 6 millions sur 10 ans. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, en tout cas l'école ivoirienne, injecte à peu près 400 000 étudiants sur le marché de l'emploi. C'est énorme. Alors, quel est le programme que vous entrevoyez pour qu'on puisse absorber tous ces jeunes, d'autant que les mêmes études indiquent que les jeunes, si on ne fait rien pour que les jeunes soient insérés, ça peut être une bombe à retardement. Bien sûr, nous en sommes parfaitement conscients et dans ces projets de société que nous avons, c'est pour ça, je le disais, je dirais tantôt, le secteur privé, le développement du secteur privé est l'axe central, le pivot véritablement central de cette stratégie. Parce que partout dans le monde où que vous allez, l'État ne crée pas des emplois, l'administration ne crée pas des emplois. Sur une cohorte de 400 000 qui sort, l'administration peut en prendre 20 000, 25 000. Mais, je dirais, le secteur privé va en prendre 100 000. Je dirais. Donc, ce secteur privé-là, c'est lui qui doit être dynamisé pour pouvoir effectivement créer des emplois. D'où l'investissement, je dirais, dans le capital humain, l'investissement dans les infrastructures pour pouvoir attirer les investissements privés, créer des entreprises qui vont embaucher les jeunes. Il n'y a pas de solution miracle. La solution, c'est le développement du secteur privé et ce sont les entreprises privées qui créent, je dirais, de l'emploi. Donc, c'est bien pour cela que nous avons dit, au cours des 5 prochaines années, on passe à un système d'accélération. L'État, à nouveau, est arrivé maintenant, le pays est arrivé maintenant à un niveau où, je dirais, les réglages sur un certain nombre de secteurs clés par rapport à d'où nous venons est satisfaisant pour pouvoir accélérer la machine et avoir des ambitions beaucoup plus grandes. Donc, dans divers secteurs stratégiques, on va accroître l'investissement, qu'il soit national ou direct étranger, pour pouvoir investir dans des secteurs où il y a un potentiel énorme de création d'emplois. Dans le secteur agricole, on pourra en venir, dans le secteur industriel, dans le secteur tertiaire, dans tous ces secteurs-là, ce sont des secteurs à potentiel. Mais il faut investir, il faut créer effectivement de la valeur ajoutée, il faut créer des emplois et l'État va stimuler ça. Donc la réponse en emploi, c'est la création d'un environnement propice à l'investissement privé, créateur par excellence d'emplois et de revenus. Alors sur la question de l'emploi, je veux parler des femmes. Les femmes ivoiriennes savent se battre, on le sait. Au-delà du FAFSI, de ces actions qui sont menées, est-ce qu'il
pourrait arriver que l'on pense à créer une agence dédiée essentiellement aux femmes pour accompagner certainement leur autonomisation à l'image de l'agence Emploi Jeune. On pourrait créer une telle agence? Oui, c'est tout à fait envisageable, mais je voudrais d'abord vous dire que l'agence Emploi Jeune, ce n'est pas une agence d'hommes. C'est une agence pour des jeunes. Je parle d'une agence dédiée aux femmes. Oui, oui, je pense, c'est tout à fait envisageable. Je crois que le FAFSI est un exemple, mais le ministère de la Femme et de la Famille également, à travers des financements de bailleurs de fonds, adresse des thématiques relatives à l'autonomisation des femmes et à la génération de revenus. Bien sûr, ce n'est pas fait dans une agence particulière, puisque chacun de ces bailleurs de fonds ont des méthodes, je dirais, de gestion de projet et de décaissement bien particuliers auxquelles il faut s'adapter. On pourrait, je dirais, envisager de créer une agence qui est spécialement dédiée aux femmes, mais à mon avis, les agences existantes qui traitent de ces questions-là sont femmes sensibles et peuvent effectivement regarder le sujet de la femme. Parce qu'en même temps qu'il faut favoriser la femme et entrer dans une logique, je dirais, égalitaire, en même temps, la femme n'est pas moins que l'homme, ou voilà, donc elle doit recevoir une attention égale. C'est au niveau des hommes, je dirais. On parle de discrimination positive. De discrimination positive. Je veux dire, c'est au niveau de nous, dans l'exercice de ce qu'on fait, où on doit effectivement être, j'allais dire presque femme sensitive, hein, parce que nous-mêmes, on ne porte pas un regard, je dirais, qu'il faut. Je veux dire, sans avoir cette agence-là, vous allez regarder dans certains services, vous allez regarder dans certains départements. Au moment où on fait les recrutements, on n'a pas cette sensibilité de se dire « mais il n'y a pas de femmes, il n'y a pas assez ». Moi, je sais qu'à de nombreuses reprises au gouvernement ou sur certains sujets, chaque fois qu'un ministre vient et propose des nominations, l'intention du président, c'est de dire « mais vous avez combien de femmes ?» Justement, quelquefois même à des ministres femmes, on dit mais vous avez venu nommer, il y a combien de femmes dedans? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un niveau de conscience, je dirais, pour nous tous, je dirais, cette conscience du sujet de la femme. C'est un sujet relativement important. On a l'impression, alors on a un débat comme ça, c'est bien théoriquement, puis vous retournez à la maison et puis vous allez vous-même, qui venez de faire ce débat sur le plateau, avoir des comportements qui ne sont pas pro-femmes. Bon, en fait, Monsieur le représentant du candidat, on vous prend donc au mot. Après 15 ans de gouvernance, les femmes, on le constate, sont encore peu représentées dans les institutions, même dans vos gouvernements successifs. On est encore loin du quota de 30% espéré. Alors, est-ce que vous prenez l'engagement, au nom, puisque vous portez la voix du candidat du RHDP, de corriger cela en cas de victoire? Oui, je pense qu'on a Rwanda, ils sont déjà à 50-50, hein. Où ça? Au Rwanda, par exemple. Oui, mais je pense que pas une parité au lieu d'avoir de l'Est qui vient de les battre là, hein, je crois, où le président est femme, la première ministre est femme, il y a pratiquement plus de 50% des ministres qui sont femmes, le président de l'Assemblée nationale est femme, enfin ils ont battu tout le monde. Il faudra encore attendre, monsieur le Premier ministre. Mais oui, il faudra attendre tant que les mentalités elles-mêmes, parce que l'État, on se rend compte qu'on a pris des dispositions légales qui favorise, je dirais, les femmes et qui favorise l'inclusion des femmes. Maintenant, ce dont les femmes elles-mêmes se plaignent, c'est que ceux qui sont chargés de l'application de ces lois, ce sont les hommes. Et ils ne sont pas femmes. C'est pas vous qui me convenez. Ils ne sont pas femmes sensitives. Donc eux-mêmes, je dirais, qui prennent ces textes ou qui sont chargés de l'appliquer, je dirais, doivent également améliorer ce niveau de... C'est un travail collectif. Le gouvernement fait sa part, le président fait sa part. Maintenant, on a un sujet de société. Ce n'est pas un sujet de gouvernement uniquement. Chacun dans sa maison, chacun dans sa famille, chacun dans sa région, on se rend compte, et moi je vous le dis, je suis président de région, je me suis rendu compte à un moment donné, quelquefois, que c'est vrai. Dans le budget de ma région que je fais, cette attention à la femme n'est pas aussi... vraiment j'allais dire focus, mais n'est pas aussi centrée qu'elle devrait l'être. Donc, oui, il y a un sujet de la femme. Nous avons quand même fait, je dirais, des progrès. On a quand même des avancées notables, en tout cas en ce qui nous concerne, que ce soit, je dirais, au niveau des préfets, que ce soit au niveau, je dirais, dans la fonction publique, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau même de l'armée. Dans beaucoup de services, vous allez vous rendre compte que l'État fait un effort particulier
pour que le taux, je dirais, des femmes s'accroisse. D'accord. Donc- Et quel effort le candidat du RHDP, s'il est élu, fera pour mettre fin au féminicide qui inquiète de plus en plus, parce que de plus en plus de femmes meurent sous les coups de leurs conjoints. Quelle réponse politique ferme allez-vous apporter? Alors aujourd'hui, le dispositif légal, je dirais bien sûr, sanctionne assez sévèrement toutes ces infractions ou tous ces comportements, mais on est allé plus loin. On a mis des dispositions où, dans les commissariats de police, on a un département spécifique qui est chargé de traiter de ces questions où les femmes peuvent venir se plaindre. Et on a fait en sorte que ce personnel-là soit féminin, de façon à ce que la femme soit plus à l'aise quand elle vient pour exposer son cas. Donc c'est déjà quelque chose de positif et qui permet aux femmes de venir beaucoup plus facilement, parce que quand c'était les hommes, elles avaient le sentiment que de toute façon, l'homme en face d'elles prendrait parti pour l'homme. Avec les femmes, ça s'est amélioré de façon significative et je pense qu'on va poursuivre dans cette direction-là, non seulement en matière de sanctions, mais également en matière de dispositions administratives, de dispositions organisationnelles qui permettent d'appliquer les textes que nous avons pris et d'appliquer les dispositions qui protègent les femmes.